Alors j'avais fini mon montage, etc. et je viens de me rendre compte qu'en fait il y aura un filigrane au milieu de la vidéo. Donc je suis désolé pour ça, je suis vraiment dégoûté. Mais bon, on va faire avec, et donc sachez-le, pour la prochaine vidéo, je passerai pas par le même éditeur vidéo, et du coup j'espère qu'il n'y aura pas de filigrane. Je suis encore désolé. Alors juste avant que la vidéo commence, je vais vous faire un petit débrief pour vous expliquer qu'est-ce qu'on va trouver sur cette chaîne et de quoi on va parler. Et bien donc, bienvenue sur Nature et Aqua. Donc le nom de la chaîne va peut-être changer d'ici quelques temps. Donc Nature, parce que je vais faire des petits tutos jardinage, potager, etc. Et Aqua, parce que je vais peut-être faire aussi des petits tutos aquariophilie. Il n'y aura pas que des tutos, il y aura aussi vous expliquer mes expériences, qu'est-ce que j'ai vécu positivement en aquariophilie, est-ce que ça a bien marché, est-ce que ça non, et pareil pour la nature. Pour l'instant ça s'appelle comme ça, mais encore une fois ça peut changer, il y aura peut-être d'autres sujets qui seront abordés sur cette chaîne, bref, c'est pas encore sûr. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier le contenu de cette chaîne et le contenu de cette vidéo. Bon visionnage à tous et bonne vidéo. Mise en garde importante pour tous les débutants en aquariophilie. Sachez que les nano-aquariums ne sont pas des aquariums faciles à entretenir, à gérer, etc. Parce que les paramètres de l'eau changent très rapidement et ils sont beaucoup plus capricieux que des grands bacs. Je vous conseille donc, si vous êtes un débutant, de plutôt vous diriger vers des bacs de 50, 100, 150 litres et même plus, ce sera juste plus simple que des nano-bacs. Merci. On va maintenant voir le matériel nécessaire. Pour l'aquarium, j'ai choisi un aquarium Dennerley Nanocube de 20 litres qui a coûté 44,99 €. Dennerley est une marque d'aquarium assez réputée dans le milieu de l'aquariophilie en nano-aquarium. Leur design est assez beau, mais les prix sont plutôt élevés. Vous pourrez en trouver à des bas prix sur le bon coin. Pour la filtration, j'ai choisi un filtre d'angle Dennerley pour aquarium nano qui a coûté 22,99 €. Pour la filtration, je vous conseille d'acheter un filtre d'angle Dennerley bas car ils prennent moins de place que les filtres classiques et visuellement ça fait mieux. Personnellement, j'ai choisi Dennerley pour son silence puisque l'aquarium est dans ma chambre et aussi pour son faible courant. Pour des kilis et pour des combattants, c'est ce qui est recommandé. Prendre un filtre à exhausteur, j'aurais pu en prendre un, mais il n'aurait pas forcément rempli les premières conditions. Pour le chauffage, j'ai pris une résistance chauffante Aquael automatique pour aquarium. Sa puissance est de 25 watts, ce qui est un bon ratio pour un 20 litres. Elle m'a coûté 13,95 €. J'ai pris ce chauffage car il garde l'aquarium à une température de 25 degrés, ce qui est une bonne température pour des poissons en bonne forme et avec des couleurs vives. Son défaut est qu'il n'est pas réglable. Ce peut être gênant pour certains, par exemple pour ceux qui souhaitent faire de la reproduction de Beta splendens, pour lesquels il faudrait une température de 28 degrés. Pour la lumière, j'ai pris une lampe LED de 2,5 watts pour Nano Aquarium. Elle m'a coûté 25,20 €, mais je n'ai pas trouvé la marque. Alors j'ai peu d'avis sur cette lampe, la luminosité n'est pas réglable et plutôt faible, mais étant donné que cet aquarium est fait pour Kili ou Beta splendens, c'est pas dérangeant. Car oui, le kili et le poisson combattant sont des poissons qui n'aiment pas avoir des lumières trop intenses, et c'est aussi pour ça qu'il faudra que vous preniez des plantes de surface. C'est facultatif, mais j'ai pris une minuterie numérique Elro pour contrôler le temps d'allumage de la LED. Je ne connais pas son prix, mais je sais que ça peut être pratique si l'on n'est pas à la maison lors de l'allumage de l'aquarium. C'est facultatif aussi, de la pouzzolane, qui est de la roche volcanique, un sac de 20 litres de la marque Naturen qui a coûté 8,90 €. Elle était prévue pour le jardin et elle va très bien pour ça, mais étant donné qu'elle n'a pas été transformée, j'ai décidé de l'utiliser pour mon aquarium. Elle fera un très bon support bactérien et gardera la forme que vous souhaitez donner au sol de votre aquarium, contrairement au sol technique qui aura tendance à s'effondrer. Les plantes, quant à elles, s'enracineront plus facilement dedans que dans un sol technique. Pour le sol technique, j'ai choisi un Environment Aquarium Soil Fulvic de 4 litres qui a coûté 17,50 €. Les sols techniques sont des sols qui adoucissent l'eau, qui sont chargés en nutriments bons pour un développement des plantes aquatiques. Les inconvénients sont le fait qu'ils s'effondrent facilement et tant que les plantes ne sont pas bien enracinées, elles risquent de flotter. Bref, pour répondre à ces inconvénients, vous pouvez utiliser la pouzzolane. J'ai acheté 5 espèces de plantes.
des plantes de premier plan, de second plan et de fond. Pour les plantes de premier plan, j'ai pris une Cryptocoryne undulata que j'ai divisée en deux et qui a coûté 3,80€. Comme plante de second plan, une Ludwigia repens qui a coûté 2,80€. Et la Nubia Nana, je la considère comme plante de second plan car je l'ai accrochée sur ma racine qui se trouve au second plan. Elle m'a coûté 7,50€. Comme plante de fond, j'ai pris une Hygrophila corymbosa siamensis. Elle a coûté 2,80€. Je l'ai achetée en bouquet, mais j'ai décidé de la diviser. C'est une plante assez facile à maintenir pour des débutants. Et comme plante de surface, bah oui, qu'il y ait bêta, il faut une plante de surface. Car si la lumière est trop intense, ils ne vont pas apprécier. Donc j'ai pris une Limnobium levigatum qui forme des sortes de petites fleurs à la surface, qui est plus jolie que des lentilles d'eau classiques. Elle m'a coûté 6,50€. Sinon, un peu moins esthétique mais un peu moins cher et plus facile à trouver, vous pourrez prendre la Ceratophyllum. C'est une plante qui peut être à la fois plantée et qui peut aussi très bien flotter, car elle n'a pas de racines. Au moment de la plantation et de la mise en eau, grosse erreur de ma part, j'ai oublié de sortir la caméra. Du coup, je vais vous faire une simulation en vous plantant une Ceratophyllum dans un vase. Encore désolé pour cet oubli. On va commencer par rincer la pouzzolane pour retirer toutes les petites particules qui pourraient être gênantes pour les futurs poissons. Ensuite, on va mettre la pouzzolane au fond de l'aquarium. Puis, avec l'aide d'un pinceau, on va donner au sol la forme qu'on souhaite avoir. De préférence une pente vers l'avant de l'aquarium, comme ça toutes les déjections des poissons viendront vers l'avant et ce sera plus facile à nettoyer, avec par exemple une cloche à vase ou un siphon. On ajoute ensuite le sol technique. Puis, comme avec la pouzzolane, on va lui donner la forme qu'on souhaite avoir avec le pinceau. On va maintenant pouvoir venir planter la Ceratophyllum dans le sol, en faisant bien attention à ce que la base de la Ceratophyllum soit bien dans la pouzzolane pour qu'elle reste bien accrochée. Même chose pour des plantes à racines. Au fait, petit conseil, si vous avez beaucoup de plantes à planter, n'hésitez pas à arroser le fond de l'aquarium. Une fois que la plantation est finie, vous allez pouvoir mettre l'aquarium à sa place où il sera ensuite, car une fois qu'il y a l'eau, il est quasiment impossible de le transporter. Pour la mise en eau, vous devez arroser délicatement. Oui, je sais, sur la vidéo, c'est vrai que c'est pas très délicat, mais bon. Ou alors en versant contre la paroi, de manière à ce que la forme du sol ne soit pas déformée et que les plantes ne s'en aillent pas. Si l'eau devient sale, c'est normal, c'est à cause du sol technique. Vous vous demandez sûrement pourquoi on ne rince pas le sol technique alors? Tout simplement parce que dans ces saletés, il y a aussi les nutriments. Et si on rince le sol technique, alors il n'y aura plus de nutriments, donc plus aucun avantage à avoir un sol technique. Au bout de plusieurs passages dans le filtre, l'eau sera redevenue claire. Vous pouvez compter environ plusieurs heures. Alors c'est un choix personnel, mais moi j'ai préféré ajouter les roches une fois l'aquascape finie, c'est-à-dire une fois que les plantes se sont redressées, que l'eau est claire, comme ça me permet de bien voir où je mets mes roches et est-ce qu'elles sont bien à leur place ou non. Les aquascapers en général ne font pas comme ça, mais bon, moi je fais comme ça, encore une fois, c'est un choix personnel. Donc voilà, maintenant ça va être le moment de vous montrer le résultat final de l'aquascape. Donc en bas à droite, vous pouvez voir les deux Cryptocorynes que j'ai utilisées, les roches, juste derrière la Ludwigia, sur la racine la Nubia Nana. Donc là on peut voir que la Ludwigia en fait elle est un peu marron. Je m'en suis rendu compte quand je les ai déballées et donc ça doit venir du magasin. Derrière l'Hygrophila que j'ai divisé. Au-dessus on peut apercevoir les racines des Limnobium. Et donc voilà ce que ça donne les Limnobium vu du dessus. Et la lampe qui ne prend pas tellement de place du coup.
Donc voilà, ça c'est un tour de l'aquascape en général. Mise en garde très importante. Il ne faut pas que vous mettiez vos poissons juste après l'aquarium fini. Il faut attendre un mois, sauf si vous avez ce type de bactéries qui vous serviront à coloniser le filtre et à pouvoir mettre les poissons dès l'aquascape fini. Pourquoi il faut attendre un mois? Et bien tout simplement pour que le cycle de l'azote se fasse. C'est-à-dire que vos plantes vont faire des déchets qui vont être transformés au fur et à mesure du temps en ammoniac. Des bactéries vont s'installer naturellement dans votre filtre et transformer cet ammoniac en nitrite, lui aussi très toxique. D'autres bactéries vont elles aussi s'installer et transformer ces nitrites en nitrates, beaucoup moins toxiques. Il vous faudra environ 3 semaines pour que les nitrites soient transformés en nitrates. Je vous conseille d'attendre la 4e semaine, au moins c'est quasiment sûr qu'il n'y aura plus de nitrites dans votre bac. Sinon, vous pouvez acheter des tests de pH, KH, etc. qui vous permettront de savoir quand est-ce que vous pouvez amener vos poissons. Les combattants étant des poissons assez résistants, je compte amener mes combattants dès la 3e semaine. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques espèces de poissons qu'on peut maintenir dans ce type d'aquarium, c'est-à-dire des aquariums bien plantés, avec un chauffage, avec un débit pas trop fort et une lumière tamisée. Donc il y a la famille des kilis, par exemple le kili caplopes, le kili clown et le Notobryanchus racholi. C'en est que quelques-uns, il en existe encore plein d'autres, et eux c'est les plus communs et les plus réputés. Donc c'est des poissons qui doivent vivre avec un mâle pour 1, 2 ou 3 femelles, pas plus, sinon ce sera de la surpopulation. C'est des poissons aussi qui se reproduisent très facilement, on n'a pas besoin d'avoir un bac de reproduction par exemple pour qu'ils se reproduisent, ils auront juste besoin d'un support de ponte, et ensuite ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de surpopulation, car les petits s'autorégulent entre eux. Donc maintenant je vais vous parler des poissons combattants, et pour commencer, des formes de nageoires des poissons combattants. Il en existe énormément, là je vous présente seulement un échantillon, mais sachez-le, il n'y a pas que celle-là. Alors on va commencer par les bêta crown-tail, qui ont des nageoires impaires qui dépassent en longueur les nageoires elles-mêmes, ce qui donne un aspect hérissé, c'est assez original, moi personnellement j'aime pas, et après tout, tous les goûts sont dans la nature. Ensuite, il y a les bêta half-moon, qui ont des nageoires très grandes, et comme leur nom l'indique, c'est des demi-lunes, donc ça forme une demi-lune. Les bêta placates sont des nageoires assez courtes, les bêta short-tail, qui comme leur nom l'indique, ont des nageoires courtes, les bêta double-tail, avec une queue qui donne l'impression d'en avoir deux, et les bêta femelles qui ont eu des nageoires plutôt courtes, qui ressemblent un peu à des bêta short-tail. Je vous montre maintenant quelques couleurs qui existent chez les bêtas. Ici, la plupart sont des bêta half-moon, à part celui en haut à gauche qui est un bêta placate koi, et celui en haut à droite qui est un bêta short-tail. Ce sont tous des bêta half-moon, donc ceux avec des grandes nageoires. Les poissons combattants sont des poissons qui vivent en solitaire. Comme leur nom l'indique, si l'on met des mâles ensemble, ils se combattront. Les femelles aussi, sauf si elles sont sœurs et qu'elles n'ont jamais été séparées. Si vous prenez le risque de mettre ensemble un mâle et une femelle, plusieurs mâles ou plusieurs femelles, il n'y a que très peu de chances que vous réussissiez à les faire cohabiter sans le moindre problème. Personnellement, je pense acheter 2 femelles poissons combattants, étant donné qu'à mon animalerie, il les achète par groupe de femelles. Cette vidéo devra arriver d'ici 1 à 2 semaines, mais je ne sais pas encore étant donné que je mets un peu de temps pour l'instant à monter. La vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, et seulement si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Et n'oubliez pas, si vous vous abonnez, cette chaîne ne parlera pas que d'aquariophilie. Bye bye et rendez-vous dans une prochaine vidéo.